Alors, Jean-Jacques Rousseau maintenant, je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme ce sera moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien fait ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Alors Jean-Jacques Rousseau, si vous avez fait une petite recherche sur lui, peut-être ça vous a rappelé des souvenirs d'histoire de l'année dernière, puisque c'est un philosophe des Lumières, donc du XVIIIe siècle, et qui est connu justement pour avoir parlé de la nature de l'homme, de sa vie en société. Il est aussi connu pour certains de ses romans et pour son autobiographie Les Confessions. Alors il explique très clairement pourquoi il écrit cette autobiographie. Son but, c'est de montrer donc à ses semblables, c'est-à-dire son lecteur, un homme dans toute la vérité de la nature. Donc ce qu'il veut là aussi, comme Luciano Bolis, c'est dire la vérité, mais pas comme Luciano Bolis sur un événement, mais sur sa propre nature, sur lui-même. Ce qu'il veut, c'est se révéler entièrement, sans rien cacher à ses lecteurs. Et pourquoi il se choisit lui-même comme objet d'étude? C'est parce que justement il est unique en son genre et que les autres sont complètement différents de lui. C'est ce qu'il dit, je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise justement cette image de la nature qui a fabriqué un moule dans lequel elle a pu constituer Jean-Jacques Rousseau et qu'elle aurait jeté ce moule après, donc le moule comme un moule à gâteau qui permet de donner une forme à un gâteau. Et en fait, après avoir fait le gâteau Jean-Jacques Rousseau, la nature a jeté le moule, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir d'autres exemplaires de Jean-Jacques Rousseau. Ce qui, j'ai envie de dire, n'est pas dramatique en soi, puisque il est quand même assez particulier ce Jean-Jacques Rousseau. J'aimerais quand même attirer votre attention sur quelque chose qu'il dit au tout début, et qui est quand même pour le coup très très prétentieux. Donc lui, il est vraiment dans tout ce qu'on reproche à l'autobiographe, puisque ce qu'il dit quand même, c'est qu'il fait quelque chose, donc là, son autobiographie en se révélant entièrement, qui est unique et qui n'a jamais eu d'exemple auparavant. Alors, on peut dire d'accord, Jean-Jacques, tu t'y connais un peu en littérature, tu sais que ce que tu fais, ça n'a pas existé avant. Bon, on peut l'admettre, même si c'est très prétentieux. Par contre, quand il dit l'exécution n'aura point d'imitateur, ça veut dire que dans le futur, il est certain que personne ne fera la même chose que lui, ou ne fera aussi bien, ou ne fera mieux. Et ça, c'est un peu gênant quand même, parce que c'est quand même un gros manque d'humilité, parce qu'il n'en sait rien du futur, à moins d'être voyant et d'avoir une boule de cristal. Je veux dire, il peut pas savoir en fait si d'autres personnes vont faire la même chose, ou vont faire mieux, ou voilà. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'il dit que justement ce qu'il fait est complètement unique, alors que c'est pas le cas en fait. Ça a déjà été fait avant par d'autres personnes et il le sait très bien parce que le titre de son œuvre, Les Confessions, donc il fait référence justement à cette pratique des chrétiens d'aller se confesser, ça veut dire avouer ses péchés, c'est avouer, reconnaître les fautes qu'on a commises et demander pardon à Dieu. Le titre donc des Confessions, c'est complètement inspiré des confessions de saint Augustin au IIIe siècle après Jésus-Christ, où en fait Augustin, donc un philosophe romain, enfin pas vraiment romain parce qu'il est plutôt originaire d'Afrique du Nord, mais donc c'est l'Empire romain à cette époque-là. Augustin, en fait, dans les Confessions, explique comment il a été un jeune homme qui a commis énormément de péchés, quelqu'un qui n'était pas du tout chrétien et qui n'avait pas la foi et qui du coup a fait beaucoup de mal. Et il reconnaît tous ces péchés de jeunesse et il raconte dans son livre justement comment il a réussi à trouver le chemin de la foi et devenir chrétien et devenir un bon chrétien. Et, euh, et du coup, c'est sûr que là, Jean-Jacques Rousseau s'est complètement inspiré des confessions de saint Augustin,
et on le voit encore plus parce que plus loin dans le texte, il se met en scène en train de parler à Dieu lors du jugement dernier. Donc le jugement dernier dans la religion chrétienne, c'est une fois qu'on meurt, on se présente justement devant Dieu, et là Dieu examine notre vie et décide si on va en enfer ou au paradis. Et donc Jean-Jacques Rousseau se met en scène au moment du jugement dernier devant Dieu avec son livre à la main et en disant si Dieu veut me juger au jugement dernier, il n'aura qu'à lire mon livre, tout est dit dedans. Et cette mise en scène fait clairement référence aux confessions de saint Augustin, puisque dans tout le texte d'Augustin, celui-ci s'adresse directement à Dieu pour lui avouer ses fautes, et donc du coup, on est exactement dans le même genre de procédé. Donc voilà, pour mettre en évidence un peu le caractère très très prétentieux de Jean-Jacques Rousseau. On passe maintenant au texte numéro 4. C'est un gosse qui parle. Il a entre 6 et 16 ans. Ça dépend des fois. Pas moins de 6, pas plus de 16. Des fois, il parle au présent et des fois au passé. Des fois, il commence au présent et il finit au passé, et des fois l'inverse. C'est comme ça. La mémoire, ça va, ça vient. Ça rend pas les choses compliquées à lire, pas du tout. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux vous dire avant. C'est rien que du vrai. Je veux dire, il n'y a rien d'inventé. Ce gosse, c'est moi, quand j'étais gosse, avec mes exacts sentiments de ce temps-là. Enfin, je crois. Disons que c'est le gosse de ce temps-là, revécu par ce qu'il est aujourd'hui, et qui ressent tellement fort l'instant qu'il revit, qu'il ne peut pas imaginer l'avoir vécu autrement. Donc voilà le début de l'autobiographie de François Cavana, qui s'intitule L'Héritage. Donc François Cavana, c'est un journaliste, un écrivain et un dessinateur satiriste, et il est connu notamment pour être le fondateur de Charlie Hebdo. Le titre, L'Héritage, fait référence aux Italiens, Rital, italien, et c'était le surnom plutôt négatif et méprisant qu'on donnait aux migrants italiens venus s'installer en France pour fuir la dictature et la crise dans leur pays. Et dans ce livre, du coup, ce qu'il va raconter, hein, il explique bien, c'est la réalité de ce qu'il a vécu enfant. Et il va raconter son enfance heureuse, justement, dans cette famille d'immigrés italiens. Alors, il justifie pas vraiment les raisons qui l'ont poussé à écrire son autobiographie. Il explique plutôt comment il s'y prend et les engagements qu'il veut prendre. Et il commence par faire des mises en garde sur la façon dont il va s'exprimer. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il annonce dès le départ qu'il va alterner entre le présent et le passé, que ce n'est pas vraiment un choix volontaire de sa part, qu'il ne fait que suivre le fil de sa mémoire, et que voilà, ça ne gêne pas la lecture, mais il tenait à voilà, expliquer ça à son lecteur avant la lecture. C'est intéressant aussi de voir la façon dont il s'exprime. Puisque c'est un langage qui est très proche de l'oralité. Des fois, il parle au présent, des fois au passé, des fois. Vous, si vous faites ça sur vos copies, je vais souligner tous les des fois, je vais vous dire mal dit, parce que on dit pas des fois, on dit parfois. C'est à l'oral qu'on peut dire des fois, et c'est une faute de français. Et en plus, c'est très répétitif. Et en fait, alors, là aussi, c'est un choix volontaire de François Cavana, de choisir un langage qui est très oral, qui est très spontané pour s'adresser, puisque c'est justement le parti pris qu'il a décidé d'avoir dans son autobiographie, contrairement à ce qu'on a pu voir dans le dessin de Sergueï, où la mémoire est tout emmêlée et où l'autobiographe remet de l'ordre dans tout ça, organise. Lui, il choisit volontairement de ne pas mettre d'ordre, de laisser le fil de sa mémoire aller où il veut, même si c'est embrouillé, emmêlé, même si ça passe du présent au passé et à l'inverse, même si ça va un peu dans tous les temps, dans tous les sens. Il choisit justement d'être plus spontané et du coup de coller plus à la réalité en racontant les choses telles qu'elles lui reviennent en mémoire, plutôt que d'essayer de les réorganiser et de les réordonner. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit justement par la suite, concernant la réalité de ce qu'il dit. Donc il prend l'engagement, un peu comme on l'a déjà vu dans Luciano Bollis, avec l'authenticité absolue. Vous voyez que c'est une façon beaucoup plus familière de dire la même chose, c'est rien que du vrai.
Donc là aussi, hein, c'est une façon de parler qui est orale et pas écrite. C'est rien que du vrai. Et on voit que contrairement à Luciano Bolis, il a quand même conscience que dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, c'est pas vraiment possible. Et du coup, il apporte une nuance. Je veux dire, il n'y a rien d'inventé. Donc c'est déjà un peu différent. Ça veut dire qu'il n'a pas rajouté volontairement et consciemment des choses qu'il aurait inventées. Et donc il reprend ce gosse, là, vous voyez, c'est comme niveau de langue, c'est familier. C'est moi quand j'étais gosse, avec mes exacts sentiments de ce temps-là. Et là aussi, essayez de vous souvenir, vous, comment vous étiez quand vous aviez, imaginons, 6-7 ans. Vous allez avoir des souvenirs, mais est-ce que vous êtes sûr vraiment de pouvoir retranscrire là, revivre exactement ce que vous pensiez à cette époque, ce que vous aimiez, ce que vous détestiez, la façon dont vous parliez, qui vous étiez vraiment à cette époque-là? Ben, pas vraiment en fait, parce que déjà vous vous souvenez pas de tout, que ce dont vous vous souvenez c'est altéré, modifié par ce qu'on a dit de, ce qu'on vous a raconté de vous, ce que vous avez vu de vous dans des vidéos, et donc le regard que vous portez sur vous-même après coup, le regard que vos proches portent sur vous, qui par exemple peuvent vous répéter à longueur de temps que vous étiez un enfant capricieux, alors que vous, quand vous étiez enfant, vous ne vous viviez pas comme un enfant capricieux, ou peut-être vous vous sentiez victime d'injustice en permanence, mais du coup, vous allez avoir un regard biaisé sur ce que vous étiez à cette époque-là. Et donc là aussi, il nuance. Enfin, je crois, il se rend bien compte que bah non, c'est pas vraiment possible de retrouver exactement qui on était dans le passé, puisque bah, on est devenu un peu quelqu'un d'autre et que on a oublié ce qu'on était réellement. Et donc voilà l'engagement qu'il prend. Disons que c'est le gosse de ce temps-là, revécu par ce qu'il est aujourd'hui. Donc effectivement, le fait d'écrire sur soi permet de se replonger dans son passé, de le revivre, et qui ressent tellement fort l'instant qu'il revit qu'il ne peut pas imaginer l'avoir vécu autrement. Et donc ce qu'il veut dire ici, c'est que certes, c'est peut-être pas la réalité exacte, mais c'est en tout cas une démarche qui est vraiment sincère, et son but, ce n'est pas de mentir, ce n'est pas d'inventer des choses, c'est de coller le plus possible à ce qu'il a vécu, et si c'est pas vraiment ce qu'il a vécu, en tout cas, ce qu'il pense avoir vécu en se replongeant vraiment dans son passé. J'espère que je vous ai pas perdu, mais c'est une démarche que je trouve assez intéressante, puisqu'elle a quand même conscience des difficultés qu'on peut avoir quand on écrit une autobiographie, et elle en tient compte plutôt que d'essayer de tout simplement dire je vais raconter la vérité, rien que la vérité, toute la vérité.